d'autres Sénégalais ne l'a pas fait. Il a préféré, sur une bonne partie, je ne dis pas que tout le monde a adhéré aux assises nationales, je ne dis pas que tout le monde a pris part, mais je dis que c'est un outil performant qui nous donne une alternative aujourd'hui pour reconstruire et reconsidérer ce que cette gouvernance-là qui aujourd'hui a eu des conséquences très négatives. Alors, est-ce que ça va rester lettre morte? Moi, je ne le pense pas. Très sincèrement, je pense que les conclusions des assises nationales ont inspiré, en tout cas, bon nombre de citoyens, qu'ils soient dans la vie politique, qu'ils soient acteurs politiques ou acteurs non politiques, membres de la société civile, puisque si vous regardez aujourd'hui tous ceux qui aspirent à gouverner le pays, qu'ils soient de formation politique ou qu'ils soient issus d'organisations non partisanes, puisque moi je suis de ceux qui considèrent que la société civile n'est pas apolitique. La société civile n'est pas apolitique, mais elle n'est pas partisane, elle est non partisane. Elle n'est pas structurée comme formation politique. Sa vocation n'est pas de conquérir le pouvoir. Ce sont des structures de veille et d'alerte qui veillent sur la transparence, sur les principes de bonne gouvernance, quelle que soit la structure, quel que soit le système qui est mis en place. Et politique au sens étymologique, c'est s'occuper des affaires de la gestion des affaires de la cité. Elle n'est pas partisane, elle n'est pas parti politique, elle n'a pas vocation politique, mais elle s'occupe quand même de la gestion des affaires de la cité. Donc de ce point de vue-là, j'estime que les candidats, tous ceux qui aujourd'hui se déclarent ou s'intéressent à l'avenir de notre pays, s'inspirent, c'est pour répondre en même temps à la dernière question, s'inspirent des grandes orientations des assises nationales. Il y a eu beaucoup de signatures, évidemment, il y a parmi ceux qui se sont déclarés récemment qui n'ont pas signé, mais il y a beaucoup de références aujourd'hui faites aux conclusions des assises nationales. Même le pouvoir, et c'est pour répondre à la dernière question, en même temps je fais le pont, même le pouvoir, le président qui au début était réfractaire, disons, avec plus ou moins même tendance à interdire même la tenue des assises, et qui a fini par tolérer, je dis tolérer, et qui avait même à un certain moment dit qu'il aimerait prendre acte, ou en tout cas qu'on lui fasse connaissance des conclusions des assises. Même ce pouvoir-là aujourd'hui regarde les assises, sans le dire bien sûr, avec une attitude officiellement négative, mais quand même, ça ne peut être indifférent, puisque c'est le fruit d'une réflexion féconde qui a engagé des Sénégalais de très longue date, des spécialistes, des acteurs apolitiques, d'anciens fonctionnaires. Ce qu'il y a eu de merveilleux, c'est qu'il y a eu tous les anciens de la première génération, des fonctionnaires tout court, d'anciens ministres apolitiques de la société civile, mais également des politiques, bien sûr, qui ont réfléchi avec, bien sûr, les populations à la base, puisque les consultations citoyennes, comme nous avons l'habitude de dire, il ne faut pas parachuter. Le meilleur plan d'action, il vient à la fois de ce qu'on aura déjà conçu en termes de politique et programme, mais éventuellement, après une participation et une consultation, et le fruit de la consultation donne lieu à un plan d'action qui peut être beaucoup plus viable. Donc les assises nationales, ça fait partie, à mon avis, du patrimoine maintenant national. Pas politique, mais patrimoine citoyen. Et que, quelles que soient les difficultés de mise en œuvre, moi j'ai participé à la séance de restitution de Pékin. La séance de restitution qui a eu lieu il y a 2 mois à Pékin. Et j'ai eu un sentiment dans la salle, puisque effectivement, il faut le reconnaître, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas de grande mobilisation. Je dis, cette réflexion aussi féconde, cet outil fondamental pour l'avenir du pays, comment se fait-il que ce ne soit pas entré dans le cœur de tous les citoyens sénégalais? C'est parce qu'il y a un manque de communication. La faille, aujourd'hui, dans la vulgarisation des conclusions des assises nationales, et c'est pourquoi il faut vous féliciter, c'est la communication. Et j'avais préconisé justement que nous puissions y revenir très rapidement. Et voilà que, en ce qui nous concerne ici au Canada, l'opportunité nous est donnée d'en parler.
assise renouvelée, Benno assise renouvelée, je dis non, parce que Benno a récemment pris ce qu'on appelle un engagement. Il y a un engagement moral de Benno. Tous les membres de Benno du Sénégal ont signé récemment ce qu'il est convenu d'appeler voilà, ce qu'il est un pacte d'engagement, éthique et de confiance. C'est pour sceller de manière forte et définitive véritablement toutes les conclusions des assises nationales. Et dans ce pacte-là, Benno considère que les signataires qui sont conscients de l'enjeu, etc., s'engagent d'abord à faire, bon, ça c'est politique, hein, ça c'est pas les assises nationales, c'est Benno qui s'engage à faire partir, en tout cas, se départir du régime actuel, à assurer une victoire du peuple sénégalais à travers un front républicain qui va s'appeler Sounou Sénégal pour édifier de nouveaux fondamentaux de la République, fondés sur la transparence, la justice et l'équité. Benno pose une exigence d'éthique collective et de responsabilité. Respect de la parole donnée, respect de soi, respect d'autrui et la parole donnée surtout à travers un programme de transition. Et là, je réponds aussi à une question qui a été posée. Benno veut combattre l'impunité, la forfaiture, les détournements, les pillages des ressources nationales. Benno veut promouvoir l'éthique de gestion des affaires publiques et une mise en œuvre de la transition, c'est fondamental, une transition, puisque Benno parle de transition, on pourra discuter de la durée. Benno veut agir selon les documents de référence. Et ça, c'est dans ce que j'appelle le pacte d'engagement éthique et de confiance, qui a été institutionnalisé au sein de Benno et qui veut donc faire accepter et promouvoir l'éthique de gestion selon les assises nationales. Et bien évidemment faire accepter la sanction du peuple de toute fonction de responsabilité et en cas de violation du pacte d'engagement et de confiance. Voilà donc, c'est pour vous dire que c'est fondamental. Applicabilité, moi je dis que c'est applicable. Il n'est pas dit que les conclusions aujourd'hui sont directement et de manière détaillée applicables. Évidemment, ce sont les grandes lignes, les grandes orientations. Les grandes orientations, les principes et les méthodes. Les principes sont dégagés, les méthodes sont également dégagées. Les méthodes de gouvernement, les méthodes de gouvernance économique, sociale, politique, institutionnelle sont largement tracées à travers les conclusions des assises nationales, à travers la charte, qui est un ensemble d'engagements moraux sur toutes les questions, mais à travers aussi les conclusions, comme l'a dit M. Lo, qui sont de plus de 300 pages. Donc, voilà, ça c'est le premier intervenant, Abdou Karim Diarra, l'applicabilité. M. Moustapha Diop nous a fait une contribution sur le plan économique. Démocratie avant développement. Il n'y a pas de démocratie sans développement. Il n'y a pas de développement aussi sans démocratie. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est un couple qui est indissociable, puisque dans le développement, il faut promouvoir la participation de tout le monde. Et ça, c'est l'essentiel de la démocratie. Donc, si on veut associer, il n'y a pas de démocratie sans démocratie participative. Et c'est vous dire que les deux vont de pair. Et à propos des privatisations, vous avez dit, quel que soit le coût de la privatisation, je ne suis pas tout à fait le prix de la, c'est ce que j'appelle le coût, moi, le prix. Donc, oui, c'est ce que j'appelle moi le coût pour le pays, c'est-à-dire en termes de flux entrant. Mais le prix, disons le prix, quel que soit le prix de la privatisation, je ne suis pas sûr que vous avez. Oui. Je le répète, quel que soit combien on va vendre son matériel. C'est ça. Ok, les 35% qu'on a vendu. Oui. Après Télécom, à 110 milliards. Voilà, c'est pas le prix qui vous paye. Voilà. De ce point de vue-là, moi je pense qu'on ne peut pas quand même brader. Et ça fait partie des principes, hein, les assises nationales l'ont. Oui, c'est-à-dire,
je vais adopter votre terminologie, quel que soit le prix de cession du bien national. Quel que soit le prix de cession du bien national dans le secteur concerné. Vous avez dit le Sonatel Télécom, on peut prendre Sonacos, on peut prendre d'autres secteurs, agricoles, etc. Donc, quel que soit le prix de cession, alors sur ce point-là, je vous arrête un peu, je dis, moi, nous ne sommes pas tout à fait d'accord pour que les cessions se fassent à n'importe quel prix. Vous savez, la loi de l'offre et de la demande, la loi du marché, dans le monde, on ne peut pas céder un bien à n'importe quel prix. Mais bref, votre souci est le souci des assises nationales, et de Benno, mais surtout des assises nationales, c'est l'utilisation du bien public, que cela provienne d'une cession ou d'autre, d'une activité économique. Par exemple, les ressources financières que nous avons pour conduire, pour faire les dépenses publiques, quel que soit le bien et sa provenance, nous sommes d'accord qu'il faut en fait l'utilisation la plus rationnelle possible. Nous sommes d'accord. Je pense que de ce point de vue-là, je suis tout à fait en phase avec vous, que cela provienne d'une privatisation ou même d'une activité économique de ressources, d'obtenance des ressources financières, le bien, une fois qu'il appartient à tout le monde, il faut en faire une utilisation la plus rationnelle, dans le sens des priorités. Quand je dis rationnel, bien sûr, on ne peut pas investir pour un monument, on ne peut pas investir pendant que les semences agricoles ne sont pas au point. On ne peut pas investir alors qu'on n'a pas des routes du développement, alors qu'on n'a pas réaménagé le territoire, alors que la santé, les hôpitaux croulent sous le poids, par exemple, de l'endettement, etc. Nous sommes d'accord, je pense qu'il n'y a pas de problème. Bon, les émigrés, leur retraite, là aussi, ce que vous avez dit, c'est important. Il n'est pas question de les taxer davantage avec tout ce qu'ils vivent ici. Et nous pouvons entrer dans les détails en disant qu'il faut leur faciliter certains accès, surtout sur le plan agricole, hein, accès à la terre, pourquoi pas, pour promouvoir avec les compatriotes qui sont dans le pays, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la santé. Même dans le domaine de la santé, vous voyez, j'ai dit investissements sociaux, investissement, éducation, santé. On construit parfois des écoles, on construit des hôpitaux, mais ce n'est pas en phase avec la politique nationale, ce n'est pas articulé. Souvent, les immigrés construisent, mais il n'y a pas de pérennité dans l'action. Ce n'est pas assuré, il n'y a pas de ressources humaines. L'État n'affecte pas les enseignants ou n'affecte pas le personnel sanitaire. Donc, il faut absolument leur apporter, faire des facilités, leur permettre d'accéder pour créer des entreprises qui permettent de créer des emplois et contribuer comme ça à la croissance économique. Monsieur, je suis donc Monsieur Boubacar Bari, les raisons avancées par le pouvoir pour ne pas assister, bon, ils ont dit que ce n'est pas des assises nationales, ce n'est pas des assises nationales, ça n'engage pas la nation, parce que ce n'est pas dans le dispositif officiel de l'État, il n'y a aucun mécanisme, aucune loi, aucun texte qui prévoit ces assises, même si les assises c'est une concertation informelle. Bon, ils ont dit que ce n'est pas national et que ce n'était pas nécessaire. Et que le président avait appelé au dialogue. Bon, et vous savez que les dialogues auxquels le président a eu à appeler sont des appels vraiment qui n'étaient pas courtois. Il a commencé par faire le distinguo entre l'opposition parlementaire et l'opposition non parlementaire. Il avait appelé au dialogue plusieurs fois en disant je discute avec ceux qui, etc. C'était conditionné, des appels conditionnés. Mais il n'y a pas eu véritablement, depuis 10 ans au Sénégal, il n'y a pas eu de dialogue politique. Et ça, il faut le déplorer. Même sur des questions d'intérêt national, sur des questions fondamentales, sur la question électorale, sur la question de la Casamance, sur la question énergétique, il n'y a pas eu de dialogue, c'est-à-dire opposition et pouvoir, opposition sans distinguo entre ceux qui sont au Parlement et ceux qui ne sont pas au Parlement. Donc, ce déficit-là de dialogue, pour essayer de faire face à la crise, parce que la crise a exacerbé davantage les problèmes des Sénégalais, à travers un mode de gouvernance qui n'était pas des meilleurs, qui ne respecte pas les principes de transparence, il n'y a pas de rendre compte, et on ne lutte pas contre l'impunité, et la corruption est là. C'est ça qui a exacerbé en fait, face à cette crise globale, mondiale du pétrole,
des aliments et de l'économie de manière générale financière.